Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on enregistre avec l'iPhone parce qu'on a oublié les micros parce qu'on est des professionnels. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qui va être le berceau arrière, tout ce qui va être changé. On va vous montrer aussi un des premiers intervenants sur la voiture hors Brian qu'on a vu pour les soudures. Et on va vous regarder tout ça. On perd pas plus de temps, on va aller tout de suite dans l'autre partie de l'atelier où il n'y a pas de machine à laver ni de between, où c'est purement que pour la mécanique. Aujourd'hui, on se retrouve sur la W201 pour changer, pour regarder le berceau. Voilà, magnifique W201, mais à deux roues celle-ci. Non, ça c'est la voiture, c'est la moto à Paul. Nous, on va plutôt se concentrer sur ce qu'il y a à côté. Ici, on se retrouve chez Paul. Paul, c'est celui qui est le plus à même d'intervenir sur la voiture puisqu'il fait de la mécanique en compétition. Donc du coup, c'est à lui que je vais confier le châssis et le moteur, principalement. Mais le mieux, ça va être qu'il se présente lui-même. Ouais, donc moi c'est Paul. Effectivement, on a parlé du projet la dernière fois parce qu'on se connaissait un petit peu. Et effectivement, moi j'ai un garage sommaire, on va dire, où je fais de l'entretien basique et effectivement je travaille en compétition auto. Et ça fait 15 ans que je suis mécano, donc une bonne expérience quand même, qu'on va pouvoir ajuster tout ça et voir vraiment ce qu'il y a à faire pour adapter le véhicule à la puissance qu'il aura aussi. Okay. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur le fait que du coup tu fais de la mécanique en compétition peut-être ? Ouais, donc j'ai pas le même parcours que les mécanos en compétition d'habitude, puisque d'habitude ils font des écoles un peu spécifiques ou autres. Moi je suis rentré par la petite porte, on va dire. Donc la fameuse petite porte. J'ai commencé comme ça en posant un CV, etc. Machin. Bon, j'ai eu des contacts et puis en fait de fil en aiguille. J'étais déjà mécano, donc en fait, à part certaines choses de base qu'il faut apprendre en compétition, c'est-à-dire les réglages de train et tout, qui sont pas du tout comme sur un véhicule standard. Okay. On fait ça à la corde encore. Hein. Ok, d'accord. Ouais, c'est à la corde, au réglé. Il n'y a pas d'autre matière, il n'y a pas d'autre manière, on va dire, de le faire. Donc voilà, c'est des petites spécificités, des choses un peu à apprendre. De toute façon, c'est les ingénieurs qui nous disent quoi faire. Bien sûr. Sauf que je m'intéresse à l'ingénierie, parce que je suis issu aussi d'une famille un peu d'ingénieurs, etc. Okay. Donc voilà, ça m'a permis de rentrer donc dans ce milieu dans lequel j'ai toujours voulu aller en fait. Et maintenant, ça fait quelques années que je fais ça. Et voilà. Et maintenant, je vais le faire sur celle-là. On va pouvoir aussi maintenant faire. Mais attention, on fait quand même aussi de la mécanique aléatoire. On veut. Oui, on peut le voir. C'est posé sur une chandelle. Exactement. Sécurité au maximum, voilà. Comme toujours. Mais le mieux, c'est qu'on aille voir directement sous la voiture tout ce qu'on va faire. Paul, il va un petit peu nous guider et nous expliquer tout ce qu'on va changer, ce qu'on va devoir changer et ce qu'on peut garder. Et puis après, vous allez juger par vous-même. Allez, let's go. Moi, je roule le matin jusqu'à 11h, 10h, je gagne un peu de sous. Je rentre à la maison parce qu'elle fait chaud. Du coup, bienvenue sous l'auto. On va pas leur filmer la plaque en métal puisqu'on l'a déjà pas filmé tout à l'heure. Mais je l'ai quand même. Ah, parfait. Tu ne pourras rien du coup, bon, Paul, c'est surtout toi qui vas nous parler parce que moi, je vois pas grand-chose à part un ancien trou béant. Voilà. Alors en fait, ce qu'il va falloir faire, premièrement, pour faire passer la puissance au roue arrière, il faudra qu'on s'occupe du pont, mais ça on en parlera une autre fois, et des cardans, mais ça viendra sûrement dans une autre vidéo. Le pont, on peut simplement dire qu'on va lui souder sa gueule. On va lui souder sa gueule et on essayera tant que ça tient. Okay. Voilà, parce que moi j'en ai une, je sais que c'est un peu fragile, après ça peut le faire. Moi j'ai envie de tester la rigidité des pièces des années 80. Exactement. Donc premièrement, là vous avez le berceau à l'arrière, donc qui supporte les demi-trains. Et le pont aussi qui est suspendu par le berceau arrière. Donc là vous voyez les supports qui sont sur la caisse. Déjà tout ça va falloir passer en polyuréthane. Pour la simple et bonne raison que déjà là ils sont usés et ils ont un certain âge. Et tu vas avoir énormément de secousses et de vibrations. Donc on est vraiment obligé de passer en poly pour rigidifier en fait le berceau. Okay. Voilà, pour éviter qu'il y ait trop de débattement sur l'arrière. Tout ce qui est cylindre bloc donc de bras, tout ça, en fait tout ce que vous voyez en cylindre bloc à l'arrière, on va être obligé de les passer pas en hard mais en médium. On va faire un petit entrecoupé technique, voilà, pour vous mettre une fiche explicative de tout ce qu'il vient de dire.
en simplifié. Et on va vous mettre à quoi ça ressemble un ancien cylindre bloc et un cylindre bloc polyuréthane. Et on va vous expliquer brièvement à quoi ça va servir aussi de toute façon. Le cylindre bloc ou silent block dans sa version originale est une petite pièce usinée qui sert à amortir les vibrations et doit donc être changée régulièrement si l'on ne veut pas avoir très mal au dos lorsqu'on conduit sa voiture. Donc du coup, on va quand même vous expliquer maintenant, ça sera plus simple. Alors imaginez qu'à la base, ceci, c'est pas jaune, c'est noir à l'intérieur, c'est comme sous la voiture. Du coup, ainsi, je te laisse expliquer parce qu'en fait finalement moi j'y connais que dalle. Donc ça, rien à voir avec la W201 qu'on a à côté. Non, oui si, oui, pardon, excuse-moi. Donc ça vient d'un 4x4, on s'en fiche. D'origine, admettons, c'est du caoutchouc noir et non pas du polyuréthane. Donc souvent ils sont montés en rigide, donc on va dire dans un entourage rigide qu'on vient monter à la presse dans les triangles et autres. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on va passer sur du cylindre bloc polyuréthane pur. Donc ceux-là sont fixes au milieu. Normalement ils sont coupés en deux pour pouvoir les placer. Ça dépend des modèles et sur quoi ils sont montés. Donc le but c'est que nous on va avoir deux parties qui viennent se mettre une fois qu'on a extrait les anciens de chaque côté. On vient mettre un axe à l'intérieur qui reprend l'axe en fait d'origine. Et quand on va le presser, en fait, ça va faire la solidité complète de l'ensemble et on va réduire en fait toutes les vibrations annexes et en fait rigidifier complètement la caisse sans pour autant la monter sans cylindre bloc, ce qui est très compliqué sur une voiture de série. Voilà. Ok, allez. Donc on va parler rapidement de la barre stabilisatrice ou la barre anti-roulis aussi on l'appelle. Donc là-dessus, on va pas bien la voir parce qu'elle est en position supérieure. Donc on voit juste la biellette qui est ici, donc qui est reliée au train arrière gauche. Hop, elle remonte sur la barre stable qui est là derrière et elle rejoint l'autre côté en fait, tout simplement. Donc on voit aussi la biellette là-bas. Elle est maintenue par deux cylindres blocs et des mâchoires qui sont ancrées dans le châssis. En fait, ça va tout simplement permettre à éviter le tangage. Donc pour éviter que la voiture saucissonne de droite à gauche, si on peut dire, dans tous les sens, on a une barre stable. Alors là-dessus, étant donné que c'est une 190E avec le plus petit moteur, on va dire, on a une barre stable qui est très fine, je sais plus, on doit être à 16 je crois, quelque chose comme ça. Nous, on va devoir passer sur une barre stable de 2,5 litres, je pense, parce qu'elle va pouvoir se monter sans problème. Du coup, ça va faire quoi? Alors en fait, 22 non, je crois qu'on est à 26. Ok, d'accord. Donc on va devoir changer les cylindres blocs qui seront adaptés. Ok. Et également, on va devoir passer sur des biellettes renforcées. Ok. Parce que là, elles sont en plastique. Ok. On voit le plastique de qualité allemande, hein, finalement, parce que bon, ça a plus de 30 ans, ça bouge pas. Un plastique des années 80 qui n'a pas cassé. Voilà. Parfait, comme on fait à peu près tout sur cette voiture, c'était vraiment de très bonnes voitures. Deutsche Qualität. On peut le voir partout, en fait, hein, même... Le flector il est neuf alors qu'il doit être d'origine, mais enfin bon. Donc ça va être important donc pour éviter que la voiture parte de droite à gauche et dans les virages qu'elle vire bien à plat en fait. Ok. Donc pour l'avant ce sera pareil, ça on en parlera une autre fois, il faudra aussi renforcer etc. Après pour ce qui est de l'arrière, est-ce que tu veux qu'on parle un peu des suspensions aussi ? Du coup on va parler un petit peu aussi de la suspension parce qu'il va falloir qu'on la change. Évidemment. Donc ça, c'est... suspension, si tu peux montrer aux gens ce qu'il en est. Donc là, on est sur un montage séparé. Donc on a le ressort qui est à droite, l'amortisseur à gauche. Ouais, parce que souvent, des fois, c'est ensemble. Voilà, sur les montages McPherson ou autres. Là, on est sur un montage qui est similaire sur l'avant. L'avant est monté de la même manière. Okay. Donc on a la cartouche de gaz, enfin à gaz ou huile, ça dépend, qui est séparée du ressort. Ils faisaient ça à l'époque. C'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Donc voilà, donc nous ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va tu vas investir dans des vraies suspensions type compétition, donc qui seront réglables en précharge, en détente et en fluidité, si je peux dire. Parce que j'ai perdu le mot officiellement. Qui concrètement va nous permettre aussi de rabaisser la voiture. Alors, on va pouvoir rabaisser la voiture puisque normalement c'est équipé de combinés. Ça sert aussi pour la précharge. Donc après, ce sera surtout la hauteur des ressorts qu'il faudra qu'on détermine. Puisqu'il existe plusieurs types de ressorts. Parce que les combinés filetés, c'est bien pour faire joli. Sur les voitures Stance, là on n'est pas sur une voiture Stance, on est sur une voiture Perfo. Donc on va devoir passer vraiment avec des cotes et des choses qui vont être... similaire à ce qu'il y a sur une Evo 2.
On va peut-être même se baser sur les hauteurs d'origine de la Evo 2 pour déterminer les ressorts, etc. Mais bon, ça, on va pouvoir se renseigner avec RPM, Tout à fait. ton partenaire. Et voilà, donc ça, c'est très important, la suspension. Souvent, on voit des gars qui préparent des caisses et gardent des ressorts d'origine où ils mettent des combinés. Ça n'a aucun sens. Ah bah tu m'étonnes. Tu perds absolument tout. C'est-à-dire que autant ne rien faire parce que ça fait partie en fait de comment ta voiture va réagir en fait. Ok. Plus tu vas avoir des amortisseurs qui sont précis et réglables, plus on va pouvoir avoir une caisse qui est pas dangereuse et qui suit la route comme on a envie qu'elle la suive. Ok. Moi, je voulais te poser une question, Paul. C'est surtout au niveau de l'habillage de dessous, quand on aura tout soudé, etc., et que le berceau sera tombé, il y a beaucoup de pièces qu'on va garder finalement. Et je me dis, est-ce que... Enfin, moi, j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement à sabler et thermolaquer. Sabler, je peux le faire moi-même, genre aléatoirement, bien sûr. Mais genre, j'ai pas envie de thermolaquer, ça va me coûter les yeux de la tête pour rien du tout. Je sais pas ton avis à toi, ce que t'en penses, ce que tu ferais, ce que tu ferais pas d'ailleurs. Alors moi j'ai plusieurs avis là-dessus. Alors le thermolaquage c'est une bonne idée pour le berceau, mais en réalité d'origine c'est pas thermolaqué, c'est juste de la peinture basique. Donc tu peux très bien repartir sur un époxy à froid. Ça fera très bien l'affaire. Effectivement, après la préparation, donc comme tu disais, parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, je crois, mais les renforts de berceau et tout que tu vas souder. Exactement. Donc ça, après avoir fait tout ça, tu pourras effectivement sabler et repeindre ça en époxy à froid. Ça te coûtera 20 fois moins cher. Pour ce qui est du dessous de la caisse, moi je vais te conseiller quelque chose, ce serait qu'on la déblaxonne, parce qu'elle est blacksonnée. On l'a vu sur les coupures que vous avez fait pour enlever le fond de roue de secours. Tu veux parler de ça voilà, exactement. On va faire un petit focus dessus pour que les gens puissent voir. C'est cette espèce de petite pâte aléatoire. Bon là, elle est chromée parce qu'on a mis du galva dessus. Voilà. Mais c'est une petite pâte un peu plastifiée. Voilà, c'est ça, ça rouille. Le problème, c'est que ça garde la flotte et ça finit par rouiller. Donc tu vois, là, vous avez fait ça il y a 2 semaines, c'est déjà en train de rouiller. Puisque les métaux des châssis, enfin des caisses n'étaient pas traités de la même manière qu'à l'heure actuelle, évidemment. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait sabler la totalité du dessous de la caisse. C'est un peu de boulot. Par contre, derrière, pareil, ça sert à rien de faire un époxy, parce que déjà, mettre une caisse dans un four, ça devient compliqué. Un époxy à froid, ça peut le faire. Sinon, tout simplement, quand le carrossier peindra la caisse, il faudrait ramener la caisse sans train, sans moteur, sans rien, pour faire déjà les choses bien de toute façon. Et il la met sur un tourne-broche et il peint le dessous. Alors, il peint le dessous sur du basique avec un vernis. Je te prends un exemple, les voitures de compétition, bien sûr, sont déblacksonnées. Il n'y a aucune soudure quasiment à l'heure actuelle, c'est que du rifté, collé. Et les caisses sont entièrement riftées et collées. Je prends l'exemple des Alpines, parce que moi je travaille sur Alpine. Et voilà, elles sont entièrement peintes en fait. Par contre, il n'y a pas de blackson où que ce soit. Par contre, elles sont quand même peintes et les châssis ont des traitements récents. Donc là-dessus, ce qu'il faut vraiment faire, c'est sabler, faire un après-phosphatant. Donc l'après-phosphatant, alors je suis pas carrossier, mais il a la propriété en fait d'empêcher vraiment la rouille de venir. Et il la repousse, on va dire. Et par-dessus, il fait peinture vernis. Alors soit un brillant direct, noir, tout simple, ou une peinture vernis. Et nous, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas faire des choses nous-mêmes, dans le sens où, je sais pas, genre refaire un blackson, ou alors peindre nous-mêmes avec une peinture qu'on achète genre de haute qualité, genre parce que finalement c'est le dessous de la voiture. Si c'est protégé, ça n'a pas besoin forcément d'être beau. Exactement. Je sais pas ce que t'en penses. Ça n'a pas vraiment d'intérêt d'être beau, on est d'accord, puisque personne voit le dessous de ta voiture à part moi. Mais en réalité, voilà, tout ce qui va être berceau, demi-train, ça tu vas pouvoir sabler toi-même, repeindre toi-même. Je te donnerai des marques de peinture et on a un super fournisseur de peinture sur Périgueux. Donc elles sont faites sur place et il fournit toute la France. Donc c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment du très très bon matos. Il fournit beaucoup de garagistes dans le monde, dans l'Europe même, donc voilà. Et pour ce qui est du dessous de la voiture, on peut le faire nous-mêmes. Le sablage, ça va être complexe, mais ça peut se faire.
Je connais des carrossiers qui ont des tournebroches, donc on pourrait à la limite lui emprunter, tu vois, et le faire sur place. Par contre, la peinture, on peut aussi la faire nous-mêmes. On peut essayer d'économiser du temps, entre guillemets, et de l'argent. J'ai les deux avis. Moi, je m'emmerderais pas, entre guillemets, si je peux me permettre, tu vois, et je le ferais faire vraiment par le carrossier. Mais tu peux techniquement le faire toi-même en t'appliquant, et tu t'en fiches qu'il y ait des coulures, tu t'en fiches que ce soit pas très beau, qu'il y ait de la peau d'orange. Ça reste limite, s'il y a de la peau d'orange, c'est même mieux, tu vois. Donc, voilà. Clairement, ok. Bah, de toute façon, ça, je pense qu'on le verra dans de futurs épisodes en faisant des devis, en voyant aussi ce qu'il en est, parce que si des types prennent 1000 balles pour le faire, c'est pas du tout intéressant si on peut le faire pour 100, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, de ces prix-là. voilà, donc c'est pour ça. Je pense qu'on peut essayer aussi parce qu'avant tout, cette caisse, c'est aussi du plaisir et du temps passé dessus. Bien donc si on peut essayer de faire quelque chose, on le fait. Si on peut pas, on le fait pas. Après, je pense que ça sera le plus judicieux. Faire nous-mêmes, comme dit, c'est quand même faisable. Et économie d'argent, ça prend du temps, c'est chiant. C'est des trucs qu'on n'aime pas faire, mais franchement, tu peux économiser quand même de grosses sommes pour pouvoir les mettre ailleurs. Bah, c'est ça, je me dis, tu vois, je préfère mettre de l'argent dans des suspensions de qualité, parce que le prix des suspensions, on sait ce que ça vaut. Hein. Voilà, vous le saurez dans de prochains épisodes, il n'y avait pas de souci. Je serais content de vous le dire. Et du coup, si on peut l'économiser sur une peinture qu'on peut faire nous-mêmes, qui nous prend juste du temps, autant le faire. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Tu vas me faire un petit listing de ce qu'il va falloir que j'achète pour le berceau arrière et la rigidité du châssis arrière, etc. Pour voir tout ce qu'il faut que j'achète. Puisque moi, je suis le seul mec qui commence un projet Evo 2 en ayant le PIB de un petit pays. On va dire le Liberia, le Liberia. Genre, c'est pas ça. Voilà, moi j'ai le PIB du Liberia sur mon compte, puisqu'il faut savoir que en annexe, je pourrais vous montrer comment on gare une Mustang Bullitt à 82 exemplaires dans un mur et que la caution ça coûte vachement cher. Que l'argent de mon compte pour cette Evo 2 a été englouti par cette Mustang de merde. Ah si, je suis désolé, c'est mou, c'est chamal au chewing-gum, on va en blesser certains, mais qu'est-ce que tu penses d'une Mustang Bullitt ? On n'insulte pas la famille. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Voilà, merci. Trêve de plaisanterie sur cette Bullitt. Donc vas-y, on va faire un petit listing de tout ce qu'il va falloir que j'achète. Donc, on va faire un petit listing. Je t'ai juste préparé quand même un début de listing. J'ai peur. Bon, trêve de plaisanterie une deuxième fois. Non, j'ai pas préparé le listing. Il a fait un parce fichier que Excel, c'est pire. J'ai pas sorti l'ordi. Non, ça va être assez simple pour l'instant ce qu'on va avoir besoin. Ok. Donc déjà il te faut tes renforts de chez ton partenaire là. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo, je les présenterai. Je présenterai aussi normalement une vidéo peut-être avant sur le partenaire qu'on aura qui est RPM Dépôt. Et du coup, sur ce site magnifique, il y a plein de choses, notamment des renforts
pré-coupé pour le châssis, prêt à souder et qu'on va avoir vraiment besoin pour le renforcer. Donc après ça, on va prendre tout le kit cylindre bloc. Ok. Donc avant-arrière. Ok. Donc kit polyuréthane. On part sur des cylindres blocs de la marque Powerflex. Ok. Parce que c'est eux qui sont les plus performants dans le domaine et qui sont là depuis des années et des années. Il y a plusieurs types de cylindres blocs. Je te noterai ce qu'il te faut. Les couleurs changent. Tu as des violets, tu en as des jaunes, Ok. tu en as des rouges, tu en as des noirs. Les noirs sont les plus hard. Ok. Et ensuite, plus tu vas sur une couleur soft normalement, plus ils sont soft. Sauf exception. Donc c'est pour ça que je te donnerai les références qu'il faut. Ok, Et d'accord. tu les trouveras sur le site de RPM. Ok. Donc le kit cylindre bloc. Après le kit cylindre bloc, on va partir sur la barre stab arrière. Ok. Donc la barre stab arrière, moi ce que je te proposerais, c'est qu'on prenne une barre stab de Evo 2, parce que ça se trouve pas très difficilement en fait, Ok. parce qu'elles sont toujours fabriquées. Ok. Ok. Sinon on peut partir sur une barre stab réglable, ça ce sera en fonction du budget, on verra. Ok. Et L'avantage quitte à avoir premier une barre stable qui est pas de Evo 2 mais de la diamètre. Voilà, du de la bon Evo 2. diamètre Ok. et du bon alliage, parce que l'alliage il fait aussi Ok. évidemment et de la chauffe, etc. Parce que en fait ça fonctionne comme un ressort. Ok. Donc la barre stab arrière. La barre stab avant, on n'a pas vraiment besoin de la changer pour l'instant, puisque la barre stab avant est déjà une barre stab de euro diamètre. Ok. Donc on aura juste et à vu qu'on aura les cylindres blocs, nettoyer, repeindre. voilà, nettoyer, propre. repeindre, faire tout ce qu'il faut, etc. Ok. Donc déjà on fait de l'économie sur l'avant. Voilà, pour l'instant, l'avant, ça peut paraître bizarre, mais là-dessus, il n'y a vraiment pas trop de soucis une fois qu'on sera passé sur les cylindres blocs et là où on allait en venir, les amortisseurs. Ok. Donc là, il faut que tu me prennes le kit amortisseur complet. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec le fabricant pour qu'il les étalonne en fait et qu'ils soient calibrés par rapport à ce qu'on veut en faire, la puissance du véhicule, Ok. le poids total du véhicule, parce qu'on va pas le vider, ça va rester une voiture quand même entière. Bien sûr. Il n'y aura pas d'arceau, je pense. Est-ce qu'on peut dire aux gens peut-être en avant-première hypothétiquement la puissance que toi tu penses qu'on pourra sortir du moteur idéal Ok. du bloc qu'on va avoir par la Ok. suite. Alors avec un M104, c'est un 6 cylindres turbo. Ok. On va pouvoir normalement très gentiment aller aux alentours de 450 chevaux fiables, Ok. sans avoir besoin de forger le bloc, Ok. puisque c'est déjà un moteur qui est turbo compressé. 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. On va peut-être juste changer le turbo. On va partir sur un faisceau Max EQ. Ok. Ça m'évitera de le faire et ce sera un gain de temps et finalement d'argent. Et on part sur un calculateur Max EQ aussi, donc Ok. qui sera entièrement réglable. Et ça, on le fera faire par notre ingénieur du secteur, qui n'est Ok. autre que Pito Engineering. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est Ok. lui qui s'en Donc toi, occupe. tu penses qu'on va pouvoir sortir entre 450 fiables. 450 fiables. Le sans- max hypothétique qu'on pourrait avoir, ça serait quoi, genre en pas fiable. En pas fiable, on peut monter à 600 chevaux sans problème. Ok, Par contre, on risque de fêler le bloc direct ou de casser les bielles. Ok. Après, si on veut se lancer dans du forgeage, on va pouvoir monter beaucoup plus haut, puisque finalement, le M104 n'est autre que, comme certains l'appellent, le 2JZ allemand. Voilà. Ok. Après, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on joue un petit peu la carte de la sécurité. Exactement. 450, c'est déjà bien dans un truc de 1980. Voilà, et surtout par rapport au poids qu'elle a. Exactement, ouais, c'est ça. Pour passer la puissance au sol. Voilà, c'est pour ça qu'on va avoir besoin aussi, une fois qu'on aura monté tout ça, que je te fasse un réglage châssis, donc une dalle avec le poids par roue, comme en compétition. On va régler, en fait, si tu veux, le poids par roue, c'est comment on va étaler sur le véhicule la répartition des masses, Ok. et donc aussi le passage du couple et le train. Comment il va réagir? Parce que si c'est mal réglé, tu vas pas avoir train avant. Ça peut être très dangereux. Bien Et sûr. ça, tu peux pas le faire à n'importe qui. Tu peux pas aller chez Norauto pour aller faire On n'a rien du tout un contre- para. on n'a rien du tout contre Pas du Norauto. tout. Mais tu peux pas aller faire un para chez eux. Simple. Là, on va être obligé vraiment de partir sur une préparation dite compétition. Ok. Donc avec tout réglé comme il faut. Un gros carrossage, de la pince à l'arrière, parce que quand tu vas accélérer avec les 450 chevaux, tes roues vont s'ouvrir.
Alors que d'origine, il y a un peu de pince, mais pas assez. Là, tes roues, sinon, elles vont se retrouver comme ça. Et ta caisse, ça va être une saucisse. Super. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire tout ce que vous pensez de toute façon. Et surtout de mettre un petit j'aime et de vous abonner, c'est le plus important. L'abonnement, ça nous donne vraiment beaucoup de force. Donc vous n'hésitez pas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je sais pas, Alexandre me fait des signes, je ne comprends pas ce qu'il veut. Peut-être s'abonner aussi à l'Insta. Ouais, bien sûr, mais laisse-moi le temps de le présenter, le pauvre. Laisse-moi... non, surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, à celui d'Alexandre et à celui de Paul aussi, parce que c'est très très important. Sinon, je vais me faire vacher après.